Hop. Voilà. Donc, on peut commencer. Alors, bon, je ne sais pas si je dois présenter du coup en français. Est-ce que vous préférez que je présente en français alors? D'accord, bah, très bien. Alors, on est très, très heureux aujourd'hui, heureuse et heureux. Je pense que, y compris le public, Là, on ne vous entend plus. Oui, on n'entend pas. On n'entend pas. Yula, on ne vous entend pas du tout. Je crois que Yula est en train de régler le problème technique. Est-ce que ça marche? Ça marche maintenant? Non? On t'entend, mais comme de très, 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 très loin. C'est très bizarre. Oh, maintenant, on Là, vous c'est mieux. entend. Oui, là, c'est mieux. D'accord, ok. Désolée, hein, je ne sais pas ce qui arrive aujourd'hui. Je pense que cet appel a fait une irruption comme ça, irrémédiable dans le Zoom. Donc, du coup, tout marche mal. Voilà, donc, vous m'entendez maintenant? Ça va? Oui, oui, oui. Ok, très bien. Donc, Léonide est aujourd'hui et cette année à Paris. Comme tout le monde le connaît, donc je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent, c'est un spécialiste de la littérature russe de l'immigration. Il est professeur de la littérature russe, au département de slavistique, au département des études slaves à l'Université de Toronto, au centre des études juives. Et il est également auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages dont je vous rappelais quelques titres, notamment un des derniers ouvrages en anglais, c'est In Search of Russian Modernism de 2018, puis des ouvrages sur donc un ouvrage qui s'appelle The Jewish Persona in the European Imagination. Encore une fois. Ça a coupé? C'est mieux maintenant, c'est bon. D'accord, je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être ma connexion. Des ouvrages qui sont consacrés à Paris, donc à l'immigration parisienne. C'est Russian Immigrants in the Intellectual and Literary Life of Interwar France. C'est un ouvrage de 2010. Et un des premiers ouvrages sur le thème, je suis désolée, je descends vers les premiers ouvrages, donc vers le début en fait de vos intérêts scientifiques. Et le premier livre, si je me souviens bien, le premier livre qui est apparu, c'est How It Was Done in Paris, de 2003. Donc comment ça a été fait, comment on faisait à Paris. Parmi les livres en russe, il faut mentionner celui qui a été coédité avec Andrei Ustinov, et c'est le livre de 2014, qui effectivement porte sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc Литературный авангард русского Парижа, 1920-1926, История, хроника, антология, документы. J'imagine que vous allez vous appuyer également sur les matériaux qui sont rassemblés dans ce livre. Et pour le sujet d'aujourd'hui, c'est donc le sujet qui est l'avant-garde littéraire du Paris russe dans les années 1920. Donc, je vous laisse la parole, Léonide. Je pense que vous disposez, on va dire, d'une cinquantaine de minutes, un peu plus d'une heure, cinquantaine de minutes d'une heure, et puis après, on va poser des questions, il y aura toutes des répliques et des réactions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation au séminaire. C'est toujours pour moi un grand plaisir de partager mes recherches. Alors, jusqu'à très récemment encore, la recherche historique a pour l'essentiel ignoré la première période de la vie littéraire russophone en France, entre-deux-guerres. Dans la périodisation conventionnelle de l'histoire culturelle de la Russie en exil, il est généralement admis que Berlin est son lieu de naissance,
alors que Paris ne deviendrait le centre littéraire et culturel de la diaspora russe que vers 1925. Le changement de statut de Berlin s'accompagne du retour de plusieurs futurs écrivains soviétiques en Russie et, dans le même temps, du déménagement en masse de futurs auteurs émigrés en France. La vie littéraire russe à Paris, jusqu'en 1925, est ainsi implicitement considérée comme secondaire. Qui plus est, le fait que dans la première moitié des années 20, le milieu littéraire et artistique des jeunes Parisiens russophones ignore les sentiments antisoviétiques et rallie divers courants modernistes dits de gauche, fournit le prétexte à leur exclusion de l'historiographie culturelle de l'immigration russe. Nous en sommes ainsi arrivés à une situation paradoxale. Les noms d'écrivains tels que Boris Bozhnev, Alexander Ginger, David Knut, Boris Poplavsky pullulent dans les recherches consacrées à la vie littéraire de l'immigration russe en France. Cependant, les chercheurs passent généralement sous silence les débuts du cheminement littéraire de ces poètes. Or, en dehors de ce contexte historique, il est impossible de prendre la juste mesure de leur parcours poétique. Il y a encore peu de temps, un historien culturel de la Russie en exil aurait en vain cherché des renseignements sur la première période parisienne dans la littérature scientifique. Les rares exceptions que vous voyez à l'écran, les rares exceptions se trouvaient dans la chronologie de Michel Beyssac, qui fournit de brèves informations sur certains événements et personnes, ainsi que dans les études sur Ilyas Danievitch ou Ilyas, Boris Bozhnev, Alexander Ginger et Boris Poplavsky, lesquels, tout en contenant des données précieuses sur l'époque, s'intéressaient principalement aux itinéraires artistiques individuels de ces poètes. Toutefois, la situation s'améliore. Plusieurs chercheurs ont pris conscience de l'importance de cette première période parisienne dans l'histoire de la littérature russe émigrée et ont tenté de systématiser et d'analyser les informations sur la vie littéraire de la jeune génération des exilés à Paris. Par ailleurs, la chronologie de Michel Beyssac s'est vue augmentée par l'ouvrage collectif sous la direction de Lev Mnuchin. Donc, mon intervention va défendre l'idée que la première période parisienne n'a pas été moins importante pour la gestion de la littérature russe émigrée que sa période berlinoise, car c'est bien dans le contexte culturel parisien que de nombreuses figures centrales de la jeune génération de l'intelligentsia exilée se sont formées en tant qu'artistes. Cette même génération qui va vers le début des années 30 déterminer le visage que prendra ensuite la vie littéraire de la diaspora anti-soviétique. Il est impossible de comprendre dans sa complexité l'évolution de la littérature de la Russie en exil sans étudier cette première période parisienne qu'un de ses vétérans, David Knut, appela la période héroïque de la jeune poésie russe à l'étranger. 7 ans après son arrivée à Paris, David Knut décrit sa génération littéraire dans ces termes, je cite, « Entre la fin de 1920 et le début de 1921, parmi les émigrés russes de Paris, encore sur le départ, attendant d'un moment à l'autre de retourner en Russie, de jeunes gens modestement vêtus, mais avec une fierté sombre dans le regard, firent leur première apparition. Arborant un air de complicité, ils se fréquentaient dans les cafés les plus sales et les plus pittoresques du quartier latin. Cette gouttelette littéraire dans la mer de l'immigration passa
par une série de processus visibles uniquement au microscope, et ce n'est qu'après plusieurs étapes d'une lutte clandestine difficile, quelques triomphes, quelques défaites, après de grands bouleversements et changements, que ce que l'on appelle la jeune littérature parisienne russe commença peu à peu à se cristalliser. Ce fut les périodes héroïques de la jeune poésie russe à l'étranger. La littérature émigrée s'appelait encore souvent littérature réfugiée. Les poètes vivaient dans une solitude hermétique. Fin de citation. Les jeunes exilés ne vécurent pas longtemps dans cette solitude hermétique. Les vétérans de la colonie russe à Paris, le peintre et écrivain Serge Charchoun, le journaliste, critique d'art et éditeur Sergei Romov et le chorégraphe et poète Valentin Parnakh s'attelèrent à l'organisation et à l'éducation esthétique de nouveaux arrivants. Jusqu'en 1924, la vie littéraire des jeunes expatriés russes à Paris se caractérisait par l'absence de sentiments anti-soviétiques conjugués à la popularité de l'avant-garde soviétique, ainsi que par des liens proches avec le groupe Dada, qui s'explique par la participation à ce mouvement de Sergei Charchoun, Valentin Parnakh et Sergei Romov. Entre janvier et avril 1920, à l'occasion de l'arrivée à Paris de Tristan Tzara, le parrain du mouvement Dada, les dadaïstes français organisèrent une série de spectacles qui donnèrent à Sergei Charchoun l'envie de rejoindre le groupe de Tzara. Dès l'automne 1920, l'artiste russe devint un habitué du salon de Francis Picabia et des réunions de dadaïstes qui lui étaient associés. Le salon de Picabia laissa sa trace dans l'histoire non seulement en tant que forum artistique, mais aussi comme lieu de création collective dont le résultat fut la toile L'œil cacodylate, nommée après le médicament pour les yeux de Picabia, qui installa une toile vierge au-dessus de laquelle était inscrit son titre, alors qu'en bas, à droite, était dessiné un œil. Autour de cet œil, chaque invité devait laisser sa signature, pointant par là même l'absurdité de la conception bourgeoise de l'œuvre d'art comme marchandise dont la valeur repose sur le nom de l'auteur. Juste au-dessous de l'œil, on voit la signature de Charchoun et la légende Soleil russe, en l'honneur de l'aube de la révolution prolétarienne universelle que l'artiste admirait à cette époque. La position centrale de la signature de Charchoun, qui saute immédiatement aux yeux par rapport à des dizaines d'autres inscriptions, semble prédire le futur rôle de l'avant-garde russe que l'avant-garde russe devait jouer dans le destin du mouvement Dada. Sergei Romov et Valentin Parnakh rejoignirent Charchoun au cours de la seconde saison Dada qui se déroula à Paris au printemps 1921. Le 13 mai, Charchoun et Romov jouèrent dans le procès Barès, farce dadaïste mettant en scène le jugement de la littérature bourgeoise incarné par Maurice Barrès, romancier et théoricien du conservatisme culturel. Lors de la soirée Dada, le spectacle le plus important de la saison, qui se tint le 10 juin 1921, c'est Valentin Parnakh qui se distingua. Allongé sur une table, il exécuta sa danse La volaille miraculeuse. Le succès tapageur scandaleux de la seconde saison Dada coïncidait avec les premiers événements significatifs de la vie artistique et littéraire de la jeunesse du Paris russe, dont les principaux organisateurs étaient justement Charchoun, Romov et Parnakh.
Durant tout l'été 1921, le jeune russe parisien se fréquentait sous l'égide de la société Gatarapak. Sans doute, le mot Gatarapak fut-il inventé sur le modèle de Dada, c'est-à-dire dans le but pédagogique de retenir l'attention par l'absence d'un sens immédiatement perceptible, ce qui incitait à une multitude d'interprétations et à la participation active du public dans la mise en valeur de l'esthétique du mouvement. Quelques données fragmentaires mettent en évidence que Gatarapak organisa cette première réunion à chaud après le succès des artistes russes à l'exposition des 47, organisée par Sergei Romov au Café Le Parnasse et ouverte le 8 avril 1921. Le 4 mai 1921, au Café La Closerie des Lilas, se tint la première assemblée de l'Union des artistes russes, et ce sont bien les membres de celle-ci qui constituèrent le noyau de Gatarapak. Les réunions de Gatarapak se déroulaient au café Le Caméléon, à l'angle du boulevard du Montparnasse et de la rue Campagne Première. Dès l'été 1921, Le Caméléon devient l'endroit privilégié des réunions des modernistes russes. Ce café était le lieu de prédilection du poète Alexandre Mersereau, l'un des fondateurs du groupe d'avant-guerre l'Abbaye de Créteil. Mersereau essayait de faire revivre la tradition du cabaret littéraire, le Chat Noir, fermé pendant la guerre, en lui choisissant pour héritier Le Caméléon. Seuls les vétérans de la colonie artistique russe pouvaient faire preuve d'une telle connaissance de la vie de la bohème parisienne. Cette motivation du choix du Caméléon en tant que siège des modernistes russes est affirmée dans les mémoires du poète Mark Talov, établi à Paris depuis 1913. Je cite dans les mémoires de Talov. En août 1921, écrit Talov, à l'instar de nos confrères français, nous créâmes un cabaret littéraire et artistique. Fin de citation. Il n'est donc pas étonnant que le poète Georgi Yevangulov salue dans un poème ce café, en particulier le Caméléon, comme patrie spirituelle de jeunes poètes russes exilés. Le plafond du siège de Gatarapak était peint par l'artiste géorgien Vlado Goudiashvili, qui réalisa dans le même style la couverture d'un recueil poétique de Georgi Yevangulov que vous voyez ici à l'écran. Les rangs des poètes, de jeunes poètes russophones à Paris ne cessaient de grandir. Vers le mois d'août 1921, leur nombre, inférieur jusque-là à celui des peintres originaires de l'ancien empire russe, était suffisant pour justifier la création d'une association purement littéraire qui, en effet, ne tarda pas à voir le jour sous le nom de Palata Poetov ou la Chambre des poètes. Le Montparnasse russe voit alors se former une hiérarchie littéraire. Au sommet de cette hiérarchie se situe l'inspirateur et président de Palata Poetov, Valentin Parnakh, entouré d'un noyau composé de 4 collègues, Sergei Cherchoun, Mark Talov, ainsi que les expatriés récents, Alexandre Ginger et Georgi Yevangulov. Les informations que nous sont parvenues sur les réunions hebdomadaires de Palata Poetov au Caméléon montrent que les vedettes de ces soirées étaient surtout les fondateurs du groupe qui en monopolisaient la partie poétique. D'autres poètes russes, moins expérimentés, y assistaient sans pour autant avoir l'occasion de lire leurs vers. Boris Bozhnev, Vladimir Pozner, Boris Poplavsky, David Knut,
lisait aussi en compagnie des poètes de Palata, mais sur les mêmes. Cela n'était possible que lors des réunions de Gatarapak, qui se tenaient également au Café Caméléon. L'imprimerie franco-russe, créée à l'été 1921 par Arest Ziluk, un vieil ami d'Odessa de Mark Talov, se chargea de publier les œuvres des coryphées de Palata Paetov. Contrairement à Gatarapak, Palata Paetov considérait la popularisation du modernisme artistique auprès du grand public russe comme partie intégrante de son programme, ce qui provoquait des situations comiques, car le groupe présentait ce qu'il considérait comme l'art révolutionnaire à des gens qui avaient en personne goûté à la dictature marxiste. L'écrivain Vassili Yanovsky se souvient d'une scène au Caméléon, je cite, « Debout sur une petite table, Evangulov, joyeux, déclamait, scandait des poèmes à la manière de Vladimir Mayakovsky. Lorsqu'une dame en fourrure descendait à la cave, il s'arrêtait au milieu de la strophe et plein de respect lui disait « Par ici, Madame la Comtesse, par ici, je vous en prie. » Fin de citation. Toutefois, le public d'émigrés russes se montrait indifférent, voire hostile, à l'art de gauche prôné par Palata Paetov. Valentin Parnakh en dit autant dans sa lettre du 2 juin 1922 à Vsevolod Meyerhold, se plaignant d'avoir fort souffert des émigrés russes de Paris en tant que personne sympathisant avec la révolution et moderniste. Немало страдал от парижско-российской эмигрантщины, как человек, сочувствующий революции и модернист. L'échec de la soirée de Sergei Charchoun, le 21 décembre 1921, illustre bien le gouffre qui séparait Palata Paetov de son public d'émigrés. Cette soirée au Caméléon s'intitulait Dada Lir Khan, nom que son auteur traduisait lui-même par lyrisme, gazouillement à la façon dadaïste. Pour l'occasion, Charchoun publia une plaquette en russe, dadaïsme, et invita ses confrères du groupe de Tsara à y lire leurs vers sous l'égide de Palata Paetov. Cependant, ni les danses graphiques de Parnakh, ni les compositions musicales de Georges Rimbaud de Seigne, ni la lecture d'œuvres d'Aragon, de Breton, d'Éluard et de Charchoun lui-même, le héros de la fête, ne suscitèrent autre chose de la part du public, selon le souvenir de Charchoun, qu'un mécontentement exprimé par un faible mugissement. Выражение протеста слабым мычанием. Quelques jours plus tard, Paul Éluard écrivait à Tristan Tzara, je cite, « L'on a dû vous parler de la soirée Charchoun. Les Russes, le plus cochons, avaient des lueurs d'ennui dans les yeux. » Fin de citation. La soirée se termina tout de même par un joyeux scandale et une bagarre faisant échouer tout le programme. Boris Poplavski, présent à la soirée, nota dans son journal que les dadaïstes français avaient insulté le public russe. Cette débâcle ouvrit les yeux à Charchoun et à ses confrères à une évidence. La masse des réfugiés russes était loin d'apprécier l'art de gauche. Ainsi, lorsque, à la fin de l'année 1921, Ilyas Danevitch, alias Ilyasd, arriva à Paris, l'incompatibilité de la Russie en exil avec le programme esthétique de Palata Paetov était déjà si flagrante que le futuriste russe limita d'emblée son public au seul cercle des dadaïstes français et des membres de Gatarapak et de Palata Paetov, auxquels il donnait
de conférences sur la poésie transmentale sous l'égide de l'Université du Degré 41, qu'il avait nommé ainsi en référence à la fois au 41e parallèle nord sur lequel se trouve sa ville natale de Tiflis, aujourd'hui Tbilissi, et à la température du corps humain susceptible de provoquer un délire. Le facteur décisif pour la répartition des forces littéraires dans le Paris russe n'était toutefois pas la position idéologique des écrivains, mais bien plutôt leur âge. Les jeunes poètes fondaient leur identité sur le refus des valeurs anti-soviétiques de leurs aînés, c'est-à-dire des élites politiques et culturelles de la Russie en exil. En ce qui concerne le degré du sérieux de leur position idéologique, les amusements de Boris Poplavski, âgé de 18 ans, et de Konstantin Tereshkovitch, son aîné d'un an, l'attestent lorsque, après une réunion de Gatarapak, où le peintre géorgien David Kakabadze fit son exposé sur l'art constructiviste soviétique, il se livre à une bataille de boules de neige et modèle ensuite un buste de Karl Marx en neige sur l'avenue du Maine. Bien que plus âgé, Sergei Cherchoun ne se montrait pas politiquement plus mûr. Il proclama sa revue Perevos Dada, Transborder Dada, comme étant l'organe officiel de la troisième et demi internationale, allusion cocasse au radicalisme supérieur de l'art de gauche par rapport à l'internationale communiste ou la troisième internationale fondée par les bolcheviks en 1919. L'isolement croissant vis-à-vis de l'émigration anti-soviétique laissait les jeunes poètes russes à Paris sans public. À cet égard, les peintres rencontraient moins de difficultés. Je cite, « En raison de la nature même de leur art, se souvenait Ilias Danevitch, ils devinrent des peintres parisiens, intégrèrent l'école de Paris et trouvèrent le succès et la gloire. C'est la condition de ceux qui écrivaient qui était dramatique. La presse réfugiée n'était pas appropriée pour eux, pas plus que les cercles littéraires réfugiés. Avant même de se demander où se faire publier, c'est la question du milieu qui se posait. » Fin de citation. Or, en 1922, la question du milieu littéraire pouvait encore être réglée de façon relativement simple. Les avant-gardistes russes commencèrent leur exode de Paris à Berlin. Valentin Parnakh fut le premier à partir en janvier avec l'intention de continuer son voyage jusqu'en Russie. Dans l'attente du visa soviétique, et il faut rappeler que l'Allemagne fut le premier pays européen à reconnaître le régime de Lénine, donc dans l'attente du visa soviétique, Parnakh faisait les promotions de Palata Poetov dans la presse russe de Berlin. En avril 1922, Poplavski et Tereshkovitch arrivèrent dans la capitale allemande. Peu de temps après, Georgi Evangulov leur emboîta le pas. En mai 1922, deux autres piliers de Palata Poetov, Mark Talov et Sergei Cherchoun, partirent pour Berlin avec l'intention d'obtenir un visa soviétique. En juillet 22, Parnakh et Talov prirent le même train pour Moscou. Leurs collègues trouvèrent à Berlin toute une pléiade de l'art de gauche russe. Boris Pasternak et Viktor Shklovsky encouragèrent Poplavski dans ses essais littéraires. Le jeune poète assista à des conférences de Vladimir Mayakovsky et fit la connaissance d'Andrei Belý, qui se présentait à l'époque comme le défenseur de la poésie transmentale futuriste. Ni Poplavski, ni Cherchoun n'oublièrent toutefois
qu'ils étaient des représentants de l'avant-garde russe à Paris. Le poète débutant Vadim Andreev se souvenait avoir rencontré Poplavsky à Berlin. Grâce à lui, Andreev, je cite, avait entendu pour la première fois les noms de Ginger, Borjnev, Ilyazd, apprenant qu'à part Bounin, Merezhkovsky et Hippius, Paris avait ces jeunes qui s'opposaient aux vieillards non seulement par leurs aspirations littéraires, mais aussi par leurs opinions politiques. Fin de citation. Quant à Sharshun, il lança à Berlin sa revue Перевоз Dada, Transborder Dada, et se chargea de traduire des œuvres dadaïstes pour une anthologie russophone. Il en lut des extraits lors d'une soirée littéraire à Berlin. Les récits des émigrés nouvellement arrivés de Russie, toujours plus nombreux, découragèrent Sharshun d'exécuter son projet de rapatriement. Il est possible que Parnakh ait informé ses collègues qu'à Moscou, les situations avec le public et le milieu littéraire étaient encore pires qu'à Paris. Quoi qu'il en soit, en 1923, les pèlerins parisiens à Berlin étaient de retour à Montparnasse. Pendant leur absence, la conjoncture littéraire parisienne changea. La lutte pour le pouvoir entre Tristan Tzara et André Breton causa la scission du mouvement Dada. Les avant-gardistes russes apportèrent leur soutien à Tzara. Ce soutien unanime russe à Tzara s'expliquait par les proximités du dadaïsme avec l'esprit et l'esthétique du futurisme russe, comme le fit remarquer à l'époque et à juste titre Roman Jakobson. Le 24 novembre 1922, Ilyas Zdanevich et Sergei Romov organisèrent un banquet en l'honneur du passage de Vladimir Mayakovsky à Paris. À cette occasion, fut annoncée la création du groupe Cheres à travers, comme alternative à Palata Poetov, en déclin à la suite de la perte de ses fondateurs. La revue artistique Udar, paraissant depuis février 1922 sous la direction de Sergei Romov, devint l'organe du nouveau groupe dont le nom reflétait son programme. Passant à travers les barrières géographiques et culturelles, Cheres devait rendre accessible aux Français les réussites de l'avant-garde russe et devait de la même manière faire découvrir aux Russes ce qui était le soi-disant l'art de gauche en France. Mayakovsky promit de mettre sur pied à Moscou le groupe dont Cheres devait être la filiale parisienne. Le poète tint parole. En janvier 1923, il demanda l'autorisation d'éditer le journal Lev, organe du mouvement du même nom, Levый Front Искусств, Front de gauche des arts. Ayant eu vent à Berlin des projets de Zdanevich en septembre 1922, Sharshun écrivit à Tzara que l'initiative de créer Cheres était parfaitement dadaïste. Parmi ceux qui rejoignirent le nouveau groupe, on comptait tous les poètes de Gatarapak qui avaient cessé d'exister, mais aussi les rescapés de Palata Poetov qui, elle aussi, a cessé d'exister. Ilyas Zdanevich considérait Cheres comme une section littéraire de l'Union des artistes russes de Paris. Ainsi écrivait-il à propos des poètes rassemblés dans Cheres. Je cite, « Nous avons passé 5 années, c'est-à-dire jusqu'en 1927, nous avons passé 5 années au milieu des peintres sans en sortir. Nous écrivions pour les peintres, nous lisions pour les peintres, nous nous passionnions de peinture plus que de poésie, nous fréquentions les expositions et non les bibliothèques. » Fin de citation.
Ce penchant pour la peinture parmi les poètes exilés s'explique autant par le goût emblématique de l'avant-garde parisienne pour le syncrétisme des arts que par l'idéologie de l'Union des artistes russes, devenu justement ce milieu russophone dans lequel les opinions pro-soviétiques de jeunes poètes expatriés étaient considérées comme une évidence. Ce n'est pas un hasard si la première manifestation publique du groupe Tcheres, les semaines du théâtre de chambre de Moscou, Moskovski Kamerny Théâtre, en mars 1923, fut au croisement de la littérature, de la musique et de la peinture. Tandis que dans le nom du théâtre, le groupe tenait à avoir une épithète implicite soviétique. Tandis que, voilà, donc c'est toujours en raison des liens étroits entretenus avec l'Union des artistes russes que les soirées poétiques de Tcheres se déplacèrent du café Le Caméléon à la closerie de Lilas, là où l'Union avait son siège. Soulignons encore une fois que de nombreux auteurs connus aujourd'hui en tant qu'écrivains de l'immigration anti-soviétique, Boris Bozhnev, David Knut, Boris Poplavsky, Sergei Chershun, etc., ne le sont devenus qu'à l'issue d'un processus de remise en question de leurs valeurs qui commença vers 1924. Mais à leur début, ils n'étaient pas hostiles à la vie culturelle soviétique. C'est pour cela que Ginger, Bozhnev et Knut avaient réussi à publier dans la presse soviétique jusqu'en 1924, avant que ces portes ne leur fussent fermées. De plus, la tendance de Tcheres à s'isoler de la vie culturelle de la Russie en exil accentua l'importance de ces liens avec l'avant-garde francophone. Ainsi, Ilyas Danevitch et Sergei Romov étaient en contact régulier avec Tsara et son entourage. Tcheres ne se limitait pas à des activités littéraires et seconda l'Union des artistes russes dans l'organisation de toute une série d'événements, tels que, par exemple, les bals de charité. Tcheres jouait un rôle important dans leur organisation du fait de proximité à la fois avec l'Union des artistes russes et avec les avant-gardistes non russes, notamment Léonard Fujita, Pablo Picasso, Giorgio de Chirico et Tristan Tzara, bien entendu, lesquels aidaient le groupe à organiser ces fêtes. Les premiers bals de charité furent le bal masqué nocturne du 30 juin 1922 et le bal travesti transmental du 23 février 1923. Des numéros au titre de dadaïste prédominaient dans le programme. Par exemple, un fœtus à 4 têtes, ou bien des élections des femmes barbues comme reines de la nuit, ou bien la compagnie transatlantique de pickpocket, etc., etc. Le succès de ce bal enthousiasma les organisateurs. Il fut décidé d'en faire un événement régulier. Le dernier bal à succès, chapeauté par le groupe Tcheres et l'Union des artistes russes, fut le bal de Dodiane, qui se déroula le 9 février 1926. D'autres tentatives pour organiser des bals du même acabit dans la seconde moitié des années 20 se soldèrent par un échec à cause de la débâcle de l'art de gauche en France comme en Union soviétique. Pourtant, en 1923, rien ne présageait sa échéance. Le 29 avril 1923, avec la collaboration du groupe Dada, Tcheres organisa une soirée en l'honneur du poète Boris Bozhnev. Antonin Artaud, Philippe Soupeau, Tristan Tzara et Georges Ribon de Seigne s'y produisirent aux côtés d'Alexandre Ginger, Georgi Evangulov et Boris Poplavsky. Sergei Romov y lut son exposé à propos du groupe Tcheres sur fond de tableaux de Victor Barth, Konstantin Tereshkovitch, Ossip Tsatkin, Serge Ferrat et Léopold Sauvage.
tandis que Zdanevich présenta une farce transmentale intitulée Un âne alloué, Осел на прокат. Enthousiasmé par le succès de la soirée Bojnev et du bal travesti transmental, et en signe de remerciement pour l'aide des dadaïstes, Tcheres décida de soutenir la nouvelle initiative de Tristan Tzara. À ce moment-là, Tcheres et l'Union des artistes russes se rapprochèrent si étroitement du groupe Dada que l'Union se mit à verser une aide financière à Tristan Tzara. Lorsque l'on voit avec quel enthousiasme Zdanevich, Romov et leurs compagnons d'armes se sont investis dans l'organisation des représentations des dadaïstes français programmées pour l'été 1923, on comprend que personne dans leur entourage ne pouvait s'imaginer que Dada était en train de vivre ces derniers jours et que son agonie allait avoir des répercussions pour les avant-gardistes russes qui s'étaient retrouvés à l'épicentre de l'explosion qui accompagna en France le passage d'un cycle littéraire à un autre, du dadaïsme au surréalisme. Après la scission de Dada, Tristan Tzara avait publié un pamphlet contre les disciples de Breton, Le cœur à barbe. L'hostilité entre les deux groupes s'acheva par une confrontation bruyante et une scène de pugilat à la soirée de Tzara, Le cœur à barbe, organisée par Tcheres. Le nom donné à la soirée laisse entendre que les Russes n'étaient pas les victimes innocentes de passions qui déchiraient l'avant-garde parisienne, mais que, bien au contraire, ils formaient consciemment un groupe de soutien en faveur de Tristan Tzara. La manifestation du cœur à barbe, sous la direction générale de Sergei Romov, avait été conçue comme une série de spectacles. L'événement central du programme était la pièce de Tristan Tzara, Le cœur à gaz, jouée par Jacques Baron et René Crevel, entre autres, portant le costume créé par Victor Barth, Sonia Delaunay et Ilya Zdanevich. Dans ce spectacle, qui se déroula le 6 juillet 1923, furent incluses les compositions musicales d'Igor Stravinsky, Erik Satie, Georges Auric et Darius Milhaud, les films de Hans Richter et Man Ray, ainsi que les lectures de textes poétiques par leurs auteurs, Zdanevich, Raymond Dessaigne, Soupeau, Cocteau et Tzara. La première partie du programme fut gâchée par le scandale que firent Breton et ses condisciples dans la salle et sur la scène. La police devant les chasser du théâtre. Mais dès que le rideau se leva sur la pièce de Tzara, Le cœur à gaz, les partisans de Breton montèrent à nouveau sur la scène et se mirent à frapper les acteurs qui leur rendirent leurs coups. Cette bagarre entre dadaïstes et surréalistes qui cassaient fauteuils, décors et bras gagna rapidement le parterre. La salle du théâtre Michel fut dévastée et le second spectacle, prévu pour le 7 juillet, annulé. Se rappelant la bataille du cœur à gaz, Zdanevich considérait que les spectateurs et les participants avaient été en faveur de la victoire des surréalistes et que ce carnage avait symbolisé la fin de Dada et de Tcheres. Pourtant, Tcheres continua ses réunions régulières. Zdanevich, Romov et quelques autres membres du groupe, tout en conservant leur lien avec Tristan Tzara, se mirent à fréquenter les réunions des surréalistes. Pour les poètes expatriés, la principale conséquence de l'agonie de Dada fut la perte d'une collaboration systématique avec l'avant-garde française qui leur permettait de compenser en partie leur isolement dans le Paris russe. Leurs contacts avec les Français devinrent d'ordre privé et ne concernaient plus que quelques-uns d'entre eux. Cet affaiblissement des liens avec le milieu artistique francophone coïncida avec un autre coup porté à Tcheres, cette fois par les bouleversements culturels
au sein de la diaspora russe. Vers la fin de 1923, les arrivées de plus en plus nombreuses en provenance de Berlin finirent par transformer le paysage littéraire du Paris russe. Les nouveaux arrivants n'étaient plus des réfugiés, mais bien des émigrés qui avaient délibérément choisi l'exil comme alternative au régime soviétique. De plus, parmi eux, bien d'écrivains étaient éloignés du traditionnalisme esthétique. À partir de novembre 1923, des réunions du groupe Tsekh Poetov, les poètes, dirigés par les modernistes Georgi Adamovitch, Georgi Ivanov et Nikolai Atsoup, virent le jour à Paris. Ce groupe se donna comme objectif de conquérir les âmes de jeunes auteurs qui s'étaient raccrochés à Tcheres à défaut d'autres milieux qui eurent pour leur convenir du point de vue esthétique dans le Paris russe. Sans cacher son opposition à l'art de gauche, Tsekh Poetov s'attela à faire venir les jeunes Russes à ses soirées au café La Bolée, place Saint-Michel. Conjointement, le mythe fondateur de la mission de la diaspora anti-soviétique commença à prendre forme, donnant ainsi un nouveau sens à la création artistique en exil, comprise alors comme un choix réfléchi dans lequel il n'y avait plus de place ni pour des sympathies pro-soviétiques, ni pour l'art de gauche qui leur était associé. Tcheres tenta de résister. En décembre 1923, les réunions traditionnellement à huis clos s'ouvrirent au public. On y invita tous les poètes qui n'étaient pas rattachés au groupe mais avaient l'envie de se produire. Une tentative évidente de concurrencer Tsekh Poetov. Cet hiver-là et au printemps 1924, en réponse à la menace venant de droite, Tcheres déploya une activité extravagante. En plus de soirées, expositions et conférences tout public, en programmant non pas un mais deux bals masqués. Pourtant, le temps jouait contre le groupe. En 1924, les jeunes poètes exilés, après avoir perdu leurs entrées dans les milieux artistiques français, se mirent à douter aussi de la capacité de la Russie soviétique à être le porte-étendard de l'art moderniste. Alors même que les membres de Tcheres se heurtaient au rejet de la presse soviétique, le groupe n'avait pas non plus de moyens pour créer sa propre maison d'édition. Les revues Udar de Romov avaient même cessé toute activité en 1923. Face au choix entre la voie d'un isolement sans issue et celle de la vie littéraire de la diaspora anti-soviétique, avec sa presse et son public russophone grandissant, les jeunes poètes expatriés se mirent à changer leur jalon. Toute référence aux réunions de Tcheres disparaissent de la presse russe à la fin de mars 1924. Le groupe se fondit complètement dans l'Union des artistes russes. Le cœur de la vie littéraire de jeunes exilés avait migré vers Tsekh Poetov. L'automne 1924 fut marqué par deux événements. En octobre, le groupe d'André Breton fit parler de lui par une série de manifestes surréalistes. Quelques semaines plus tôt, l'Union de jeunes poètes et écrivains russes avait vu le jour à Paris. Sa création ayant été initiée au cours des soirées de Tsekh Poetov. Bientôt, le nouveau groupement vivait une crise interne. Son premier président, Yuri Tirapian, se souvient, je cite, « En ce temps-là, une lutte acharnée faisait rage dans l'Union entre, d'un côté, les disciples de Pasternak, de Tsvetaeva, de Mayakovsky, qui considéraient qu'aujourd'hui on ne pouvait écrire autrement, et de l'autre côté, les poètes néoclassiques qui aspiraient à un retour à la clarté et à la simplicité. » Fin de citation. Avec pour toile de fond la cristallisation de l'antagonisme entre les littératures soviétiques et émigrées, les aspirations des poètes néoclassiques à la clarté et à la simplicité prenaient la forme d'un défi à la fois esthétique et idéologique.
Les tensions sous-jacentes aux soirées littéraires de l'Union de jeunes poètes et écrivains y provoqua une polarisation qui finit par dissuader les plus irréductibles avant-gardistes de gauche de participer au travail de l'Union. Ainsi, ni Zdanevich, ni Romov ne soutinrent le groupe. En juin 1925, le nom de Poplavski disparaît des comptes rendus de ses activités. Les poètes dits de gauche qui restaient encore à l'Union, Vladimir Sasinsky, Vadim Andreev, Vladimir Pozner, n'avaient pas l'intention de se rendre sans se battre. Les conflits avec leurs collègues allèrent jusqu'à des échanges de coups, comme on pouvait s'y attendre de la part d'artistes qui étaient passés par l'école du futurisme et du dadaïsme. Cependant, ce serait une erreur de considérer la réaction anti-futuriste de certains jeunes poètes russes parisiens comme l'expression du sempiternel conservatisme artistique de la Russie en exil. Une lecture attentive de la polémique montre que dans ce néoclassicisme nouvellement à la mode qui régnait dans l'union de jeunes poètes et écrivains, il n'y avait aucune velléité pathétique de revenir au passé. Il s'agissait plutôt de repenser le concept même d'avant-gardisme par rapport à l'art. La terminologie choisie par l'aile droite de l'Union pour décrire son dépassement du futurisme est à ce titre éminemment importante. Yuri Tirapian en parlait en ces termes dans le premier organe de l'Union, la revue Novy Dom. Je cite, « Les constructivistes du LEF sont devenus un anachronisme. Les poètes s'escriment à parler plus clairement et plus simplement. Une nouvelle révolution littéraire que tout le monde n'a pas encore remarqué a débuté. Une contre-révolution, si vous préférez, puisqu'elle sera sans pitié envers tout ce que l'on considère banalement comme révolutionnaire. » Fin de citation. Retirant ainsi au futurisme son statut d'avant-garde, les néoclassiques de l'Union ne se considéraient pas conservateurs. En témoigne le pathos avant-gardiste des propos de Yuri Tirapian. En ce qui concerne leur propre contre-révolution, elle marchait au rythme des derniers exploits du modernisme européen, y compris quelques aspects du surréalisme, malgré son inadmissibilité idéologique. La correspondance des fidèles de Tcheres témoigne de la volonté de préserver la pureté de leur cause, car toute participation au processus littéraire de la Russie en exil aurait mené, craignait-il, à la trahison des valeurs de l'art de gauche. Ainsi, à l'été 1925, les membres de l'Union des artistes russes et de Tcheres défièrent l'opinion publique de la diaspora en apportant ouvertement leur soutien aux constructivistes soviétiques venus à Paris pour l'exposition internationale des arts décoratifs. Or, les théoriciens modernistes de la contre-révolution qui avaient remporté les victoires au sein de l'Union des jeunes poètes et écrivains mélangeaient eux aussi art et politique. Tel Vladislav Khadasevich, qui, à l'instar des animateurs de Tsekh Poetov, vit dans l'art de gauche principal de la jeune littérature émigrée. Taxant le futurisme russe de bolchevisme artistique, le poète et critique refusa à Tcheres le statut de courant d'avant-garde. C'était un habile coup de maître si l'on prend en compte le fait que Khadasevich faisait appel aux membres de l'Union de jeunes poètes et écrivains pour lesquels le concept même d'avant-garde n'avait pas perdu de son prestige et qui continuaient à considérer la cohorte aînée des écrivains russes à Paris comme un camp esthétiquement rétrograde. Ainsi, Khadasevich écrivait, je cite, « De même que l'élimination du bolchevisme est un prérequis indispensable à la reconstruction de la Russie, la poursuite de l'évolution de la Russie, de la poésie russe, ne peut se concevoir sans triomphe sur le futurisme. La poésie russe existe clandestinement en URSS, c'est pourquoi elle est dans tous ses aspects déformée. De ce fait, la continuation de la poésie russe
s'appuie dans une grande mesure sur les épaules de la jeunesse de l'immigration. Bien évidemment, sa partie qui n'est pas contaminée par le bolchevisme, qu'il soit politique ou littéraire. C'est justement cette jeunesse-là, rattachée à la tradition littéraire russe authentique, qui constitue aujourd'hui l'avant-garde et non l'arrière-garde de la poésie. L'issue stratégique de cette situation sera notre dissociation drastique des gens infectés par la ptomaïne du futurisme. Fin de citation. Vers 1926, comme les groupes Cheres ne trouvaient pas de moyens financiers pour éditer leurs œuvres, l'isolement de la vie littéraire du Paris russe prit la tournure d'une clandestinité qu'Ilias Danevitch appela réclusion poétique, поэтическое затворничество. Au même moment, les figures influentes du Paris russe s'affairaient à introduire dans le camp de production culturelle émigré les littérateurs qui désertaient Cheres. Georgi Adamovitch, Vladislav Khodasevich et Zinaïda Gippius militaient pour la publication de jeunes auteurs. Leurs efforts aboutirent en 1926. Parmi les anciens de l'art de gauche, Georgi Evangulov et David Knut furent les premiers à être publiés dans la principale revue littéraire de la Russie en exil, Современные записки, les annales contemporaines. Puisqu'ils considéraient le penchant gauchiste des poètes russes à Paris comme une maladie infantile qu'on surmonte en grandissant, les littérateurs émigrés qui endossaient le rôle de mentor comprenaient à quel point les débouchés éditoriaux étaient importants pour les jeunes poètes en manque du public. Rien ne pouvait mieux convaincre ceux-ci de virer à droite que l'opportunité de publication dans la presse russe à Paris. Pour les fidèles de Cheres, la situation de réclusion poétique aurait pu se poursuivre longtemps si la politique culturelle du régime soviétique n'avait porté le coup de grâce à l'Union des artistes russes. Le conservatisme esthétique qui allait grandissant en URSS acheva ce qui restait de l'art de gauche russe à Paris. Les nouvelles sur l'effondrement du modernisme artistique en URSS arrivaient à Paris par le biais d'artistes qui s'étaient rendus en Russie dans l'espoir d'y trouver un milieu plus favorable à leur création. Cette déception coïncida avec la décision du groupe d'André Breton de suivre la ligne du Parti communiste français, ce qui acheva de détourner de nombreux modernistes russes de toute coopération avec les surréalistes, alors même que la poétique surréaliste les inspira encore de nombreuses années durant. Ce n'est pas un hasard si alors l'expression tentative avec des moyens inadéquats, покушение с негодными средствами, devint courante parmi les fidèles de Cheres, car elle décrivait à merveille les situations parisiennes de l'art de gauche. Le sonnet de Poplavski, «Покушение с негодными средствами», dédié à Ilias Danevitch, est daté de 1925. En janvier 26, Zdanevitch lut un exposé sur la poésie de Poplavski qu'il intitula « Tentative de Poplavski avec des moyens inadéquats ». Le sonnet de Poplavski retranscrit la frustration d'un moderniste suffocant dans une atmosphère littéraire qui ne lui laisse que 5 iambes en souvenir d'une liberté de créer. Voici les dernières strophes du sonnet. Vous avez la traduction française à l'écran. Так наша жизнь на потешенье века, могуществом превыше человека, погружена в узилище судьбы. Лишь 5 шагов оставлено для бега, 5 ямбов, слов мучительная нега, не забывал свободу зверь, дабы. Dans le dernier vers, l'ordre des mots est incorrect à dessein. Cet écart par rapport à la forme syntaxique contraste avec la forme stricte du sonnet, 2 quatrains, 2 tercets, avec son maître traditionnel
Jambe à 5 pieds, avec cette trame rythmique dans laquelle il n'y a quasiment aucune omission d'accent sur le temps fort, avec un respect des rimes et de l'alternance des terminaisons masculines et féminines. Du point de vue sémantique, un tel contraste renvoie le lecteur à l'image d'une bête sauvage tournant dans sa cage. Métaphore du confinement, de la poétique avant-gardiste, du héros lyrique du sonnet qui tente d'écrire des vers dans le cachot d'un genre classique, strictement réglementé sur le plan formel. La référence au siècle qui subjugue la volonté humaine et qui se joue d'elle, aux circonstances de la vie de l'artiste qui crée des entraves à sa liberté poétique. Boris Poplavsky fut l'un des derniers poètes à quitter les rangs de l'art de gauche russe à Paris, frustré par une série de tentatives infructueuses d'éditer sous l'égide de Tcheres. Ce fut Georgi Adamovitch qui s'occupa de réhabiliter Poplavsky auprès de cercles littéraires émigrés et en le faisant admettre au salon de Zinaïda Hippius. À partir de 1928, le nom de Poplavsky réapparaît dans les listes des associés de l'Union de jeunes poètes et écrivains. Il participe désormais à toutes sortes de réunions et de soirées de l'intelligentsia anti-soviétique. L'intégration de Poplavsky dans la vie culturelle de la Russie en exil se fit si bien que les contemporains oublièrent ou préfèrent ne pas se rappeler que le poète n'avait pas toujours été une vedette de la jeune génération de la littérature émigrée. Or, Poplavsky lui-même et son ancien maître Ilyas Zdanevich considéraient que cette échappée dans la vie littéraire de la Russie en exil était une honteuse concession. Le 16 mars 1928, Poplavsky expliqua à Zdanevich que son travail sur le roman Apollon Безобразов était une tentative de légitimer notre précieuse et secrète, попытка оправдать нашу жизнь роскошную и тайную. Il entendait ainsi la vie de l'art de gauche russe à Paris qui avait sombré vers cette époque. C'est en 1927, précisément au moment où le groupe Tcheres s'écroulait complètement, que l'idée du roman germa dans l'esprit de Poplavsky. Se servant des méthodes narratives et du système de symboles du surréalisme, suivant l'exemple du paysan de Paris de Louis Aragon, l'auteur d'Apollon Безобразов mythologisa et poétisa la vie des avant-gardistes de gauche qu'il avait, d'après sa propre expression dans une lettre non datée à Ilyas Zdanevich, honteusement abandonnée. Le fait qu'en 1927, les vétérans de Tcheres ressentissent le besoin de fixer sous forme de mémoire une période particulière de leur activité créatrice, même si chacun le fit à sa façon, David Knut, dans un article cité au début de mon intervention, Boris Poplavsky, dans un roman, montre que le sentiment du passage à une nouvelle époque littéraire était répandu au sein de la jeune cohorte de la littérature russe émigrée. Même si l'on peut considérer que l'art de gauche russe à Paris cessa factuellement d'exister en tant qu'entité organisée en 1926, c'est bien l'année 1927 qui fut celle du bilan parmi les jeunes poètes qui, ayant mûri autant du point de vue esthétique qu'idéologique, s'auto-identifiaient désormais comme des écrivains émigrés plutôt qu'expatriés. Je finis bientôt. En 1939, lorsque le critique et historien Alfred Biom fit le bilan de 20 années de vie littéraire de la Russie en exil, il intégra des anciens avant-gardistes de gauche, David Knut, Boris Poplavsky, Sergei Cherchun, dans la liste des auteurs qui avaient produit les œuvres les plus significatives de la littérature émigrée. De plus, Biom refusa à la majorité des auteurs de la génération aînée de l'intelligentsia exilée le statut d'écrivain émigré, car leur écriture en exil ne se distinguait pas d'une manière significative de leur activité littéraire antérieure. Pour Biom, c'était la génération de jeunes écrivains
qui jouait le rôle principal dans la cristallisation de la littérature émigrée comme phénomène spécifique et distinct de la littérature soviétique. Le critique passa sous silence un aspect important de la fixation de l'opposition entre les deux sous-systèmes du champ de production culturelle russe. À savoir, il occulta le fait que la seconde cohorte d'écrivains formant vers 1930 l'épine dorsale de la littérature russe émigrée ne se définit par opposition au processus littéraire soviétique qu'après être passé par une remise en question de ses valeurs esthétiques et politiques antérieures, incompatibles avec les attentes de la diaspora anti-soviétique. Böhm ne se penchait pas sur les valeurs initiales des enfants de la diaspora, puisque celle-ci incluait les sympathies pour le régime bolchevique et l'engouement pour des pratiques et des théories artistiques associées à tort ou à raison à ce régime. Or, sans ces poètes pour qui l'art de gauche avait été une lubie passagère, on ne pourrait pas imaginer la littérature russe proprement émigrée, comme elle est connue aujourd'hui dans l'historiographie culturelle. Cette particularité du parcours de la seconde génération littéraire de la Russie en exil nous permet de décrire les principes stylistiques et sémantiques de la poétique de l'immigration à partir d'une analyse comparée des œuvres de jeunesse et des œuvres plus tardives de ces écrivains, méthode que l'on ne peut pas appliquer à l'étude de la plupart des auteurs appartenant à la génération aînée de l'intelligentsia exilée. Cette méthode a été rendue possible par la publication récente de l'anthologie des écrits des avant-gardistes du Paris russe du début des années 20. Ignorer cette période héroïque de la jeune poésie russe à Paris en y voyant un thème qui n'appartient pas à l'étude de la littérature russe émigrée me semble erroné, et cela avant tout pour des raisons méthodologiques de l'historiographie littéraire et culturelle russe. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Léonide. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. On m'entend? Oui, super. Merci beaucoup d'avoir retracé si aisément, je dirais même avec une telle aisance, ces périodes qui sont quand même moins bien connues, donc les périodes de cette première avant-garde russe en France pendant les années 20, sur plusieurs années dans les années 20, de façon si détaillée. Et moi, pour ma part, j'ai été vraiment intéressée par ce parcours, disons, de la façon de se distancier finalement de l'avant-garde, d'être d'abord se statuer, donc se constituer un mouvement, disons, un mouvement de gauche, enfin toujours en rapport avec l'Union soviétique, à tout ce qui passait dans l'Union soviétique, et puis cette distanciation qui va après appeler une remise en question, comme vous avez dit à la fin, et qui après va se transformer en quelque chose d'autre. J'aurais des questions à vous poser peut-être plus tard, parce que je vois qu'il y a des personnes qui veulent peut-être poser des questions, qui se sont connectées justement parmi nous. Donc, je laisse déjà la parole au public. Oui, allez-y. Спасибо огромное. Очень понравился доклад, очень много узнал. Еще раз кланяюсь в пояс. Вопрос такой. Excusez-moi, je vous interromps une seconde. Il y a des gens, je pense, qui ne comprennent pas le russe. Ok. En assistant. À ce moment, je passe en français. Donc, toutes mes félicitations. J'ai appris énormément de choses. Bravo. Donc, deux questions. La toute première, est-ce que, en parlant de tous les scandales et même de l'intervention de la police, vous avez vérifié si on trouve quelque chose dans les archives de la police? C'est la première question. Et la seconde,
est-ce que vous n'avez pas parlé, peut-être ce n'était pas votre objectif, des efforts des soviétiques, y compris de Lunacharsky, vers 1925, où il est venu voir les surréalistes au moment où les surréalistes voulaient s'unir avec la revue Clarté. Donc, il y avait donc plusieurs éléments à prendre en considération. Donc, je réponds à vos questions. La première question sur les archives. Donc, il n'y a pas de dossier dans les archives de la police, les dossiers qui concernent cette bagarre. Pourtant, il y a d'autres traces documentaires, puisque à l'issue de cette soirée, comme le groupe Cheres était responsable juridiquement de la salle où s'est déroulée cette fête, disons, et la salle a été saccagée, Zdanievich a porté plainte contre Paul Éluard. Et il y avait en fait une instruction judiciaire. Mais Zdanievich ensuite a laissé tomber sa plainte parce qu'Éluard était parmi ses amis. En fait, il s'était rapproché ensuite. Donc ça, il y a en effet, il y a une documentation très limitée, surtout la correspondance entre Zdanievich et Éluard, où on peut tracer des effets de ce débâcle du Karabakh. Mais sinon, non, je n'ai rien trouvé dans les archives. Dans les archives de la police à Paris, il n'y a, concernant nos avant-gardistes, il n'y a que des traces de Boris Poplavsky, dont la mort a été investiguée par la police. Et donc, dans l'Institut médico-légal, il y a en effet quelques éléments sur la mort de Poplavsky que j'ai trouvés. Mais c'est notre thème d'aujourd'hui. Donc, la seconde question, les efforts soviétiques. Effectivement, je n'ai pas parlé des efforts soviétiques tout simplement parce que je n'ai pas le temps. 1925, surtout la fin de 1924 et toute l'année 25 se déroule sous le signe des efforts soviétiques à Paris de rallier l'avant-garde francophone à la cause soviétique. Mayakovsky arrive à Paris fin 24 pour assister à l'ouverture officielle de l'ambassade soviétique à Paris. Et Zdanievich et les siens de Cheres et de l'Union des artistes russes, en fait, sont embauchés par l'ambassade soviétique à Paris. Zdanievich travaille pendant l'année 25 à l'ambassade soviétique en tant qu'interprète. Et pendant l'exposition des arts décoratifs de 25, le salon soviétique intègre les œuvres des exilés. Il y a les œuvres de Zdanievich et d'autres membres de l'Union d'artistes russes à Paris qui sont exposées dans le salon soviétique pendant cette exposition des arts décoratifs. Mais cette collaboration était de très courte durée. Déjà en 26, Zdanievich est viré de son boulot à l'ambassade à cause bien entendu de ses opinions politiques suspectes, et on commence à recevoir des lettres en provenance de l'URSS, des lettres disant qu'en URSS, l'art de gauche souffre, l'art de gauche ne trouve plus de débouchés, et maintenant, 26, c'est vraiment l'année charnière pour cette fin d'espoir. En 26, il se trouve que l'Union soviétique ne nous aidera pas. C'est ça qu'on trouve dans la correspondance des avant-gardistes de gauche russes à Paris en 26. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Zumrad? Oui, bonjour. 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 C'est toujours très intéressant avec Leonid Iosifovitch, beaucoup d'informations. Juste, j'ai une question par rapport à
les poètes russes, et vous avez dit que c'était, ils ont toujours situé au Montparnasse. Et est-ce qu'il y a l'information, est-ce que vous connaissez quelque chose, qu'il y avait des assimilations ou bien travail coopératif avec les bohèmes français en France? Bah, oui, oui. Et, Collaboration avec les bohèmes français. Parce que quand je sais, bohème français, c'était toujours au Sacré-Cœur. Et vous n'avez parlé que de Montparnasse. merci, j'ai compris la question. Merci. Oui. Donc, je réponds à votre question. Vers l'époque dont je parle, Montmartre n'est plus l'épicentre de la vie de la bohème parisienne. Du bohème parisien, c'est Montparnasse. C'est Montparnasse qui est l'épicentre de la vie artistique de Paris. Montmartre l'était avant la Première Guerre mondiale. Maintenant, après la Première Guerre mondiale, tout au long des années 20 à 30, c'est à Montparnasse que se déroule la vie du bohème parisien. Et c'est pour cette raison que les Russes, eux aussi, sont concentrés à Montparnasse et leur collaboration avec leurs collègues francophones, et pas seulement francophones, avec le bohème international, se passe à Montparnasse. Et je dirais que tout au long des années 20, on ne peut pas même, dans beaucoup de cas, distinguer entre les Russes et les non-Russes. Les liens sont si étroits. Les liens commencent à se défaire dans la deuxième moitié des années 20, mais même là, cette débandade est très lente, très lente. Et d'aucuns des avant-gardistes russes conservent leurs liens assez étroits avec les avant-gardistes non russes, tout d'abord français, dans les années 30, comme Elias Danievitch, par exemple, ou comme Sergei Romov, qui continuent à collaborer avec les Français, tout simplement qu'ils n'ont pas de débouchés russes, ni en Union soviétique, ni en France. C'est pour cela que Zdanievitch trouve ses collaborateurs parmi les Français. Et c'est la même chose que fait Sergei Romov. Ils deviennent des avant-gardistes francophones. Ils n'ont pas de choix. Mais sinon, comme j'ai dit, comme j'ai montré lors de mon exposé, les liens sont très étroits entre les Russes et les bohèmes français et internationaux. Et ces liens sont très importants dans la vie de l'avant-garde russe à Paris. D'autres questions? Merci beaucoup. Je vois Anastasia Kozeleva, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Je me posais la question sur pareil, sur les coopérations entre les artistes et les peintres, parce que vous avez cité la citation que les poètes s'inspiraient de la peinture plus que de la poésie. Et je me demandais, est-ce que cela restait au niveau, disons, intellectuel, des idées, des discussions, des balles, des choses comme ça, ou ils ont aussi produit des choses ensemble? Je m'intéresse particulièrement aux livres illustrés. Est-ce qu'il y a eu cette production matérielle, disons, Tout à fait. coopérée? Tout à fait. La plupart des livres édités sous la houlette de Palata Poetov étaient illustrés par les peintres associés à l'Union des artistes russes. Et je vous invite à consulter l'anthologie que j'ai citée à la fin, que nous avons éditée avec Andrei Ustinov. Dans cette anthologie, nous reproduisons beaucoup d'illustrations qui ont été incluses originellement dans les livres de poésie. Qui plus est, on peut même parler d'une collaboration en forme d'ekphrasis, parce que beaucoup de poèmes, beaucoup de poésie écrite par les fidèles de Tcheres ou de Palata Poetov ou de Gatarapak, en fait, décrivent des peintures. Et là aussi, on peut parler vraiment d'un hybride,
si vous voulez, d'une hybridisation de l'activité artistique. Parce que si on prend l'exemple de Valentin Parnach, il est à la fois un poète et un chorégraphe. Et il décrit dans ses poésies ses expériences chorégraphiques. Il essaie d'écrire de la poésie qui imite la danse. Pour Serge Charchoun, il s'agit plutôt d'écrire de la poésie dadaïste qui est, si vous voulez, qui commente la peinture dadaïste, etc., etc. Et donc pour Boris Poplavsky, par exemple, c'est très difficile de distinguer quand est-ce que Poplavsky, le peintre et le dessinateur, et Poplavsky, le poète, commencent. Parce qu'il illustrait ses poésies à la marge des manuscrits. Nous avons reproduit dans notre anthologie quelques dessins de Poplavsky. Il est clair qu'il pense en tant que poète, qu'il pense en artiste, qu'il pense en peintre. Il écrit ses poésies comme un peintre. Merci beaucoup. Michel Fornoff, je vois. Oui, allez-y, madame. Voilà. Oui, je voulais savoir si au niveau du théâtre, vous avez constaté des liens entre ce groupe littéraire russe sur Paris, en fait. Oui, donc tant qu'on parle du théâtre, il faut tout d'abord parler des pièces d'Ilias Danievitch, Ilias. La plupart des pièces qu'il a écrites à Paris ont été montées à Paris, soit lors des soirées littéraires de Tchéris, soit lors des bals dont je parlais, les bals dans la salle Bullier. Et donc, voilà, c'est le théâtre dadaïste futuriste, si vous voulez. D'autres questions? Oui, Laetitia? Moi, j'avais une question par rapport à la musique. Je voulais savoir si vous aviez croisé d'une manière ou d'une autre Prokofiev ou pas du tout, jamais. Et pourquoi pas, alors qu'il était proche du futurisme, quand il était en Russie. Alors, il arrive en 24 à Paris, mais voilà, je voulais savoir si vous l'aviez. Oui, donc vous, en fait, vous venez de répondre à votre question. Il arrive un peu tard. Il arrive un peu tard pour intégrer ce stade de l'avant-garde russe à Paris. Prokofiev met quelques années pour trouver son réseau. Et donc, son réseau ne correspond pas tout à fait au réseau, par exemple, d'Igor Stravinsky, dont la musique est en fait utilisée par Tchéris lors de ces événements, ou de Darius Milhaud, par exemple. Donc, Prokofiev arrive à l'époque où déjà il y a cet antagonisme entre la gauche et la droite des jeunes à Paris, des jeunes Russes, où il y a déjà l'union des jeunes poètes et écrivains qui s'oppose à Tchéris. Et il me semble, donc je n'ai pas vu de mention de Prokofiev dans les programmes, les affiches, etc., de l'Union des peintres russes ou de Tchéris. Ce qui veut dire que Prokofiev n'a pas choisi à rallier ce mouvement. Il a choisi de rester donc à côté. Mais en même temps, il ne se rattache pas non plus à Merezhkovsky, Ippius. Non, c'est vrai qu'il se tient à l'écart. Mais comme dans le cas des peintres, pour un compositeur, c'est plus facile à faire. Puisque la musique est une langue universelle, on n'est pas obligé de rallier 100% le milieu émigré. On peut rester dans le milieu francophone, français. Tandis que pour les écrivains, c'est bien plus difficile d'écrire en russe et rester à l'écart de l'immigration russe. Mais quand vous disiez qu'il se faisait un autre cercle, pour vous, c'est un cercle quoi, cosmopolite? Par exemple, je sais qu'il avait des relations avec Constantin Balmont. Oui. Et donc, le cercle de Balmont qui incluait plutôt les écrivains de l'ancienne génération russe. Balmont entretenait surtout des relations avec des gens comme
Ivan Shmilov, etc. Donc, les écrivains qui ont été établis encore en Russie avant d'arriver en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Domenico, je vois. Domenico. Oui, je voulais juste lever la main, mais merci beaucoup, c'était très intéressant. Je voulais vous poser une question par rapport aux caricatures que vous avez montrées de Pouchkine. Je voulais savoir si, c'était un peu un lieu commun de l'émigration, surtout des milieux de l'émigration en Occident, d'utiliser la figure de Pouchkine pour en quelque sorte accuser le modernisme ou l'expérimentation littéraire, d'offenser la littérature et le caractère sacré de la littérature russe en quelque sorte. Et donc ma question c'était, est-ce que la figure de Pouchkine est utilisée dans cette utilisation de la figure de Pouchkine émerge dans ces milieux de l'émigration pour la première fois, ou c'était quelque chose qui était déjà fait même avant? Par exemple, si c'était une accusation qui était mue contre les modernistes en Russie avant la Révolution. Merci. Donc, en effet, les débats autour de Pouchkine ne datent pas de l'immigration, bien entendu. Les débats autour de Pouchkine, en ce qui concerne les cultures modernistes russes, datent de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Ceci dit, les modernistes russes se réclamaient de Pouchkine. C'est qu'ils se réclamaient d'une version de Pouchkine qui ne correspondait pas à la version épousée et promue par les conservateurs esthétiques. Donc, il y avait même plus de Pouchkine. Il y avait des versions de Pouchkine. C'est pour cela que Marina Tsvetaeva, déjà en exil, écrit un essai qu'elle intitule « Mon Pouchkine ». Mon Pouchkine. Nabokov fait la même chose dans son dernier roman russe, Le Don d'Art. Il écrit un chapitre sur Pouchkine pour montrer comment Pouchkine entre dans le canon moderniste. Qu'est-ce qu'on puise chez Pouchkine? Et donc, ce débat autour de Pouchkine ne veulent aucunement dire que Pouchkine n'appartient pas à l'héritage moderniste. Les débats relèvent plutôt de l'interprétation. Qu'est-ce qu'on emprunte au Pouchkine? Nous sommes, disent les modernistes, nous sommes des héritiers de Pouchkine. Mais ce que nous trouvons de valable à Pouchkine n'est pas la même chose que trouvent, par exemple, les théoriciens du stalinisme culturel. Parce qu'à la même époque, en 1937, par exemple, en 1937, en Union soviétique, il y a toute une série d'événements commémorant la mort de Pouchkine, 100 ans, n'est-ce pas? Et donc, il y a cette compétition entre l'émigration russe et entre les cultures soviétiques dans l'interprétation de Pouchkine. Et parmi les émigrés, il y a donc les tendances d'une interprétation conservatrice et une interprétation plutôt moderniste. Donc Pouchkine est une figure, il fait figure d'un, comment dirais-je, d'un auteur universel auquel on peut, dans l'œuvre duquel on peut trouver tout et n'importe quoi. On peut utiliser Pouchkine à toutes les fins possibles. Et on l'utilise. Merci beaucoup. Vous voyez d'autres questions? Je ne vois pas de main. Je ne vois pas. Oui. Alors, je peux intercaler ma question à moi, parce que comme vous avez déjà parlé un peu au fil de ces questions, également en répondant aux questions, il y a eu cette idée de posture, en fait, de rapport à la fois à la Russie et de l'intégration. Donc l'intégration dans le milieu, la collaboration avec le milieu, le fait qu'on vise le public français au moment où on est déçu de ce qui se passe en Russie. Et moi, ma question, c'est plutôt pour savoir, est-ce qu'on peut schématiser, peut-être un peu grossièrement, est-ce qu'il y a ces postures-là qu'on peut, disons, préciser par rapport à ce statut d'émigré, quand vous avez parlé de l'émigré, de l'expatrié, de la façon dont on choisit d'être émigré, ou bien on est poussé à l'émigration.
Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas cette multiple façon de se rapporter à son statut qui définit aussi la création, en quelque sorte? Bon, c'est ce que je dis, évidemment, ça englobe un peu tout le milieu dans les années 20, mais comme vous avez dit, en fait, parce que si on se situe par rapport à l'Union soviétique, donc en fait, on a tout à fait une autre position dans la création, et on essaie, par exemple, de faire passer plus d'être le passeur vers la France, si j'imagine bien. Ou par exemple, si on intègre, on essaie de collaborer davantage avec au départ avec les dadaïstes, on essaie d'imiter les dadaïstes, sorte. Donc en fait, de s'adapter, de s'assimiler, d'essayer voilà, d'être accepté par le milieu. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, prendre une figure de chaque position, juste de façon un peu pédagogique comme ça, est-ce qu'on peut prendre un écrivain, un poète de cette époque-là, dans les années, donc début des années 20, qui serait, voilà, qui se positionnerait dans chacune de ces positions, dans chacune de ces postures? Oui, prenons des exemples concrets. Ça serait plus facile. Donc, prenons l'exemple de David Knud, que j'ai cité à plusieurs reprises. Donc, David Knud, qui arrive à Paris assez tôt, en 1920, il est parmi les premiers jeunes poètes russes. Donc, tout d'abord, il écrit en russe. Donc, il vient de Kishinev. Il avait grandi dans une famille russophone juive. Donc, à Paris, il choisit d'être un poète russe et il se considère comme un poète soit expatrié, soit réfugié. Il utilise les deux termes. À peu près jusqu'en 24. Parce que quand David Knud entre dans l'union de jeunes poètes et écrivains russes, il occupe déjà une nouvelle position. Il se considère comme un poète émigré. C'est le terme qu'il utilise parce qu'il choisit d'intégrer le milieu anti-soviétique. Et en 27, Knud devient assez connu vers 27, et surtout en 27, dans les milieux littéraires et intellectuels de l'émigration russe, grâce à la conférence qu'il donne lors d'une séance de la Société de débat Zeleная lampa, les lampes vertes, organisée par Zinaïda Hippius et son époux Dmitri Merezhkovsky. À une réunion de Zeleная lampa, Knud déclare que la capitale de la littérature russe est désormais à Paris et non pas à Moscou. Pour un poète qui se dit émigré, c'est une déclaration programmatique. Il veut dire qu'en tant que poète russe émigré, il incarne, et bien entendu d'autres poètes russes émigrés, ils incarnent la littérature russe et non pas la littérature soviétique. Ensuite, dans les années 30, Knud reste un poète émigré, mais avec la montée de l'antisémitisme un peu partout en Europe, surtout après 1933, Knud redécouvre son identité juive. Et il commence à collaborer dans des revues juives francophones, ce qui en fait non plus un écrivain russe, mais un écrivain francophone. Donc, il continue à écrire de la poésie en russe, mais sa prose est écrite en français. Et vers la fin des années 30, il n'écrit plus de la poésie en russe, il écrit uniquement en français, la prose du journalisme en fait, et il ne se considère plus comme un écrivain russe émigré, il se considère comme un écrivain juif francophone. C'est à cette époque que sa femme, Skryabina, l'une des filles du compositeur Skryabin, se convertit au judaïsme. C'est à cette époque que Zinaïda Hippius note dans son journal que Knud a cessé d'être un poète russe et est devenu un Israélite militant. Elle parle de son engouement pour l'idéologie sioniste, bien entendu, parce que Knud, vers cette époque, devient un sioniste convaincu. Donc, pour lui, il y a en fait 3 étapes en 20 années. Il va d'un poète russe expatrié
qui voudrait bien publier en Union soviétique, et il publie en Union soviétique dans un numéro de la revue Niedra, le même numéro qui a publié le roman de Serafimovitch Железный поток, qui deviendra plus tard un classique de la littérature stalinienne. C'est là que Knut publie pour la première fois ses poésies. Donc, à l'époque, il est encore un poète russe expatrié. Ensuite, vers 27, c'est clairement un poète russe émigré. Et vers la fin des années 30, ce n'est plus un poète russe, c'est un journaliste francophone qui s'identifie comme un juif sioniste. Voilà un exemple. Merci beaucoup. Et c'est effectivement passionnant cette évolution, en fait, ce passage par plusieurs étapes, par plusieurs stades. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions entre-temps? Dasha? Dash a écouté avec un immense intérêt, mais c'est juste que mon cerveau est tellement fatigué que je n'ose pas vraiment formuler de remarques. Merci beaucoup, Léonide, pour cet exposé qui est absolument passionnant, évidemment. Et j'ai appris énormément de choses car je connais très, très mal aussi bien ces poètes que cette période côté français. Côté russe, ça va à peu près, mais côté français. En fait, ce qui m'a frappé quand vous expliquiez, quand vous décriviez tout cela, c'était comment à un certain moment le langage est devenu extrêmement politisé, ce que vous avez dit, hein, entre contre-révolution, révolution, mais même avant, il y a vraiment cette reproduction, en fait, on a l'impression dans l'espace français des luttes qui font rage en même temps en Russie. Et en fait, voilà, la confuse remarque qui sourd dans mon esprit, c'est la question du décalage, de savoir s'il y en a un ou si justement, enfin, comment ça se passe. En fait, ça rejoint peut-être aussi même un peu la question de Yula. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est pertinent. Mais par exemple, si j'ai bien suivi, au tout début, lorsque les écrivains russes réfugiés donc, se retrouvent à Paris, vous avez dit à un moment, l'émigration russe devient comme une sorte de gardienne de l'héritage du modernisme français, des dadaïstes et des futuristes français, qui redécouvrent, alors je ne vais pas trop m'avancer dans les formulations, mais qui redécouvrent avec les Russes quelque chose qui était en fait le dadaïsme déjà en place, mais qui renaît du coup avec une sorte de nouveau souffle qui arrive avec ces jeunes poètes. Et on a l'impression, à vous écouter, à voir toutes les affiches de leurs manifestations, leurs soirées complètement décadentes, voilà, les bals travestis, transmanteaux, etc. Tout ça, c'est en 23, le bal travesti. On a l'impression d'être en fait avant la guerre. On a l'impression d'être on a l'impression d'être retourné un peu en arrière. Comme si, en fait, en venant en France, du coup, les réfugiés russes avaient été comme passés dans une sorte de boucle temporelle et il n'y avait plus la révolution, il n'y avait plus la cassure de la révolution n'existait pas en fait. Et ensuite, il y a toute cette histoire avec le Lev, avec le voyage de Mayakovsky, avec le langage très politique qui arrive sur l'avant-scène. Et du coup, le présent de l'espace français, de ce qui se passe en France, rejoint le présent soviétique, russe. Et donc, il y a une télescopage entre les deux. Et donc, voilà, en fait, je ne sais même pas si c'est une question en arrière, c'est l'idée, c'est fascinant, en fait, de se poser la question à quel point c'est un effet de notre vision aujourd'hui, de ceux qui réécrivons cette histoire de la littérature et essayons d'avoir cette perspective, de nous pencher sur ces épisodes, ou est-ce que c'est quelque chose qui était aussi vécu à l'époque, l'immigration forcée qui a comme annulé l'expérience révolutionnaire, mais qui a peut-être en fait tout simplement, qui révèle peut-être tout simplement le fait que la révolution de 17 n'est pas une coupure, comme on se plaît à l'imaginer dans les histoires de la littérature, et que
et enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, en fait, ces décalages, ces échanges de perspectives qui sont permis par les conditions tragiques dans lesquelles se sont retrouvés ces réfugiés puis ces émigrés, sont extrêmement révélatrices de dynamiques internes de la littérature, de l'histoire de la littérature, qui ne correspondent pas forcément aux jalons qu'on leur impose ensuite. Oui, voilà, je vois bien ce que vous voulez dire et je dois vous dire que je suis tout à fait d'accord. Il faut laisser tomber les prémices méthodologiques d'autrefois, c'est-à-dire tout d'abord le mythe de 17, le mythe de 1917, comme quoi en 1917, quelque chose, un Big Bang s'est produit et après 17, on n'écrivait plus comme on écrivait avant 17. Après 17, on ne peignait plus comme on peignait avant 17. C'est un mythe soviétique. C'est un mythe que les idéologues soviétiques avaient de la peine à imposer dans les années 20. Et c'est un mythe qui a été finalement imposé dans la sphère culturelle russophone dans les années 30. Je ne sais pas si vous avez lu les procès-verbaux du procès de, comment il s'appelait déjà, pas Rykov, mais l'un de ces communistes qui ont été donc mis à mort dans les années 30 après des procès publics. Oui, j'ai compris, mais non, mais son nom m'échappe. Mais dans ces procès-verbaux, il y a des accusations que ces gens-là n'admettent pas que l'année 1917 a tout changé dans les cultures russes. Ne pas l'admettre dans les années 30 est un crime imputable et punissable. Donc, le mythe de 17 est en fait inculqué par force par les idéologues soviétiques. Et nous autres, les chercheurs, si nous suivons les principes de ce mythe, nous pensons de faire tomber, de ne pas percevoir, d'oublier qu'en fait, la vie littéraire et surtout la vie littéraire et artistique du modernisme russe a bel et bien continué sans interruption jusqu'à 1940. C'est 1940 qui est la date jalon pour nous, parce qu'en 1940, la culture russe moderniste a été éparpillée par la débâcle française, parce que Paris est devenu le centre du modernisme russe vers la fin des années 20 et il est resté le centre du modernisme russe jusqu'en juin 40. L'année 1917 n'a rien à voir avec l'histoire culturelle russe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec vous pour 17 et justement cette idée vraiment de décalage de perspective, ce que vous disiez sur voilà, ces réfugiés qui arrivent. Et on a presque l'impression que l'âge d'argent, tel qu'on le connaît avec les cercles, les groupes, les soirées, les machins, tout ça continue en fait très naturellement. C'est pour cette même raison que je déteste absolument l'expression l'âge d'argent. L'expression et le concept de l'âge d'argent se base sur le mythe de l'année 17. Il présuppose qu'il existait un paradis moderniste avant 17 qui a été anéanti après 17. C'est faux. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas perpétuer ce mythe de l'âge d'argent qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale par les dissidents soviétiques. Encore une fois, c'est une autre prémisse méthodologique qu'il faut laisser tomber. Dans ce sens-là, cet âge d'argent-là, je suis entièrement aussi d'accord, absolument d'accord avec vous. Je peux une toute dernière question du coup, parce qu'on a parlé des limites du modernisme 1940, mais ça c'est parce que c'est en France. En Union soviétique, 1940 me paraît être une date quand même un peu trop avancée. Ah, bien sûr, bien sûr. En Union soviétique, on ne peut pas parler du modernisme en tant que culture après la campagne d'Europe, c'est-à-dire après la fin des années 20. En Union soviétique,
la culture moderniste a été décimée à la fin des années 20. Elle ne continue, la culture russe moderniste, qu'à l'étranger, dans les années 30. Alors, On peut parler en Union soviétique des vestiges du modernisme, de quelques pratiques du modernisme qui continuent dans les années 30. Et même ça, en privé plutôt qu'en public, dans des cercles clos d'une Akhmatova, par exemple, ou dans Zoshenko, ou en moindre mesure de Pasternak, qui ne voulait plus être moderniste vraiment dans les années 30. Enfin, oui, les cercles privés, il y a quand même, à Saint-Pétersbourg, je parle à Leningrad à l'époque, il y a tous, pour nous pas de Paul Leningrad, pour citer Bogomolov, qui vit quand même voilà, avec Kouzmine jusqu'à ce qu'il ne soit plus avec les Oberiout, qui participent voilà. à le Donc, livre. on peut bien parler de la survivance de quelques pratiques. Ouais. De quelques pratiques, mais en tant que culture, c'est-à-dire une communauté culturelle qui vit d'une pleine vie intellectuelle, artistique, ça n'existe plus en Union soviétique. Parce qu'il n'y a pas de presse périodique, il n'y a pas de lieu de socialisation. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Je vous remercie également. Juste une petite question, parce que là, on va finir bientôt et je suis pleinement consciente qu'on s'approche de la fin. Et juste parce que comme on était dans ces discussions sur la périodisation et le fait qu'il faut laisser tomber certaines étiquettes, je me demande justement, parce qu'il y a une certaine, il me semble, en France, il y a une certaine résistance par rapport au terme modernité et le modernisme. Je ne sais pas ce qui en Russie, pareil, d'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que aussi on traduit en russe, on dit modernisme, alors ça ne marche pas du tout. Donc on est obligé par convention de se référer à l'âge d'argent ou par les célèbres évêques ou bien symbolisme. Bon, symbolisme, acméisme, en détaillant tous les mouvements et en disant que l'avant-garde sont les futuristes, enfin voilà, les futuristes, plusieurs également. Voilà. C'est la bataille que je mène depuis plusieurs années. C'est la bataille sur laquelle j'ai publié le livre In Search of Russian Modernism, à la recherche du modernisme russe, le livre qui est strictement méthodologique, le livre qui traite de ces problèmes, les problèmes de terminologie, les problèmes de concept, de la périodisation. Donc, on n'a pas le temps d'en parler parce que est bien passé et au concept inventé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien laisser tomber toutes ces âges d'argent, toutes ces 1917 pour comprendre le processus littéraire et le processus culturel russe. Il faut s'ouvrir aux méthodologies différentes. Et tout d'abord, ça c'est ma conviction, il faut intégrer l'étude du modernisme russe à l'étude du modernisme transnational, qui est inséparable. C'est comme ça qu'on pourrait aboutir à laisser tomber tous ces ismes qui ne veulent pas dire grand-chose, tous ces symbolismes, décadence, mystiques et anarchistes et les centaines d'autres ismes qui sont les arbres derrière lesquels nous ne voyons pas les forêts. Donc, si vous voulez en parler plus longuement, j'aimerais bien en parler après la séance ou bien dans un café, mais je suis un défenseur de la révolution dans les études modernistes. C'est pour cela que j'ai écrit tout un livre sur cette prétendue révolution que je promeux, excusez-moi. Mais c'est absolument génial, il faut faire une séance consacrée à ça en fait. Une séance de non-séminaire ou un autre séminaire, il faut qu'on reparle de ça. Je pense que c'est très intéressant. Je pense qu'on va organiser, on va inviter Léonide, s'il est d'accord, à un petit workshop pour le projet d'histoire de la littérature russe sur justement les périodisations et les étiquettes. À mon avis, ce serait très fructueux. Voilà.
que c'est justement le sens des interrogations насущные. Oui, bon, bah s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y a petite question, peut-être petite, on a encore le temps normalement. Non? Non, il n'y a plus de questions, je pense. D'accord. Bah alors, je vous remercie beaucoup, Léonide, pour cette séance très, très passionnante. Merci beaucoup pour l'invitation et les Merci discussions aussi. infiniment, c'était passionnant et ce sera du coup mis en ligne très prochainement. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Daniel. Au revoir, merci.